concernant l'examen de la loi des finances, présenté par le gouvernement au titre de l'exercice 2024, effectivement, nous avons reçu tous les ministres pour exposer leur budget, présenter les grandes lignes des politiques publiques qui leur a été confiées par le chef de l'État. Et donc, l'exercice s'était bien passé. Nous avons reçu tous les ministres et il ne revient pas à l'Assemblée nationale de rejeter un quelconque exposé des motifs. C'est la première chose à dire. Notre rôle, c'est de recevoir tous les ministres, les écouter, échanger avec eux, examiner et en direct, lors des auditions, leurs préconisations budgétaires. Et ce sont ces exposés des motifs qui nous permettent d'examiner au fond la loi de finances, qui est d'abord une loi, et pour nous permettre de faire l'analyse affinée, politique publique par politique publique, et assortir des amendements, si possible, et des recommandations que nous exposons dans un rapport général qui passe à la plénière générale d'adoption du budget. Voilà le cadre. Alors, le ministre du Budget n'est pas venu seul pour exposer le cadre général du budget de l'État. Il est venu avec son collègue de l'économie qui s'occupe de la partie recette. Effectivement, le budget général de l'État s'élève à 4 162 milliards. Et ça s'équilibre en dépenses et en recettes. Alors, effectivement, il y a eu une hausse par rapport à l'exercice 2023, une hausse de 50% en matière d'investissement. Le CTRI prend le pays dans une situation financière un peu difficile. Et en moins de 2 ou 3 mois, le budget qui nous a été présenté a relevé un certain nombre d'efforts à souligner en ce qui concerne la politique fiscale, par exemple. Donc, il y a eu beaucoup d'efforts. Par rapport à l'année précédente, je pense que ce budget est soutenable. On espère que la bonne exécution pourra permettre au gouvernement de satisfaire certains besoins prioritaires des populations. Parce que le problème, ce n'est pas d'abord la taille du budget qui est un vrai problème. Le problème, c'est dans l'exécution du budget. Que vous ayez un budget de 2 000, 3 000 milliards, si ce budget n'est pas bien exécuté, eh bien, nous n'aurons pas atteint les objectifs assignés. Donc, c'est d'abord la bonne exécution qu'il faut travailler dans le sens de la bonne exécution. Parce qu'effectivement, nous qui examinons les budgets de l'État depuis pratiquement plus de 5 ans aujourd'hui, nous avons retenu que depuis près de, on va dire, 10 ans, les budgets élaborés par les différents gouvernements ne sont pas exécutés à plus de 30%. Et donc, c'est ça le vrai défaut. Et le gouvernement, conduit par le Premier ministre Ndongsima, qui est un économiste, et les 2 ministres financiers qui sont aussi des économistes, notamment M. Chalmba et M. Maïmoussi, je pense qu'il y a de l'espoir, il faut militer, il faut les encourager à veiller à la bonne exécution. Donc le problème n'est pas tant la sincérité des chiffres, parce que c'est ce que les médias cherchent à savoir. Et puis au niveau de la sincérité des chiffres, ce n'est pas à l'Assemblée nationale de remettre en cause, voilà, d'en juger. Ça, c'est le gouvernement. Et puis la sincérité des chiffres se mesure à l'aune des réalisations. De façon précoce, nous n'avons pas les mesures nécessaires pour évaluer de la sincérité. Nous avons, la mission du contrôle. Nous avons la mission du contrôle. Lorsque le budget est mis en place, au cours de cette exécution, le gouvernement est appelé au fur et à mesure à se soumettre à l'évaluation parlementaire par des questions orales,
par d'autres types de contrôles, des interpellations. En tout cas, tout ce qu'on utilise comme mécanisme de contrôle. Maintenant, le contrôle final d'un budget, c'est fait lors de la présentation de la loi de règlement. Quand on clôture un exercice, le gouvernement a l'obligation de venir 1 an ou bien 2 ans après présenter une loi de règlement pour montrer comment le budget année N a été, ou bien année moins 20 a été exécuté. Et ça ne passe pas d'abord par l'Assemblée nationale ou le Sénat, ça suit une procédure. D'abord au niveau du gouvernement, le conseil interne, le conseil des ministres, le gouvernement envoie au niveau de la Cour des comptes pour examiner la sincérité, la bonne exécution, avant de revenir ici au niveau de l'Assemblée nationale et travers. Mais l'Assemblée nationale fait son travail. L'Assemblée nationale fait son travail lorsque l'année N est clôturée. Lorsqu'on vient nous présenter la loi de règlement, l'Assemblée nationale n'a pas autre pouvoir que de l'examiner et faire des recommandations. La plus forte recommandation étant d'amener le gouvernement à veiller à la bonne exécution du budget. Mais c'est un constat qui a été fait, ça n'a rien à voir avec le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel n'a présenté que ce budget dont nous attendons l'ouverture et la mise en œuvre. Bon, j'ai souligné au départ que les efforts conséquents sont quand même à relever. Hein? Avant le CTRI, il y a eu des gouvernements, il y a eu des budgets présentés. Mais la particularité de ce budget qui est en hausse, c'est qu'il y a eu beaucoup d'efforts en ce qui concerne la politique fiscale. Les recettes fiscales ont atteint des niveaux vraiment enviables. Parce que effectivement, l'une des grandes faiblesses de l'exécution de nos budgets, c'est la fiscalité. L'État n'arrive pas à recouvrer l'attribut principal, l'impôt, les droits de douane, etc. Parce que c'est d'abord ça le budget de l'État. Les ressources nationales, c'est ça. Et cette fois-ci, nous avons vu des efforts assez conséquents là-dessus. Et nous espérons que ces efforts iront de façon croissante. Parce que nous avons un pays en pleine activité économique. Beaucoup d'entreprises sont en activité chez nous. Nous ne voulons pas que l'État continue à accorder des exonérations qui n'apportent rien à l'État. Parce que le problème, c'est ça. Il y a eu trop d'exonérations et cette fois-ci, l'État a pris l'engagement de rationaliser ces exonérations, ces régimes d'exception du point de vue de la fiscalité, etc. Donc voilà, nous encourageons l'État à vraiment faire ces regroupements fiscaux. Bon, alors, je ne suis pas dans l'entourage immédiat du chef de l'État. Je ne suis pas au gouvernement, je ne suis pas dans l'administration, mais ce que je sais, c'est que le chef de l'État veille à la mise, du moins veille à ce que toutes les politiques publiques soient mises en œuvre. Le fonds qu'il a créé au niveau de Dakar ne peut répondre qu'à cette exigence parce que les Gabonais sont à la fois ici sur le territoire national, mais il y a aussi des Gabonais qui sont à l'extérieur. Et lorsque un chef d'État part à l'extérieur, en dehors de sa mission de rencontrer son homologue, les opérateurs économiques, je pense que depuis un bon bout de temps, nous voyons que le chef de l'État rencontre aussi la diaspora qui a des besoins comme tous les Gabonais qui sont ici. Maintenant, la question que vous voulez me poser, c'est de savoir si ces dépenses, ces fonds ont été prévus par le budget de l'État. J'ose espérer parce qu'un chef de l'État ne peut pas décider de mettre à disposition un fonds sans se référer au budget de l'État. Parce que ce que les gens ignorent, le budget de l'État est complexe.
complexe, il y a beaucoup de titres qui sont à la disposition du gouvernement. Il y a des dépenses transversales. Dans les dépenses transversales, les gens oublient que c'est tout ce qui concerne le fonctionnement global de l'État. Donc, il faut quelqu'un qui est habitué à examiner le budget pour le savoir. Le chef de l'État peut résoudre un problème à travers, à travers la rubrique de dépenses transversales. Les dépenses transversales prennent en compte tout ce qui est fonctionnement de l'État. Les bourses, les charges d'électricité, le paiement de nos missions diplomatiques, du moins les loyers de nos missions diplomatiques, etc. Tout ce qui est quotidien. Donc ce n'est pas une dépense hors budget. Ce n'est pas une dépense hors budget. C'est une dépense normale de l'État. Bon, nous avons effectivement examiné, comme toutes les missions ministérielles ou interministérielles, les préconisations budgétaires pour l'éducation nationale, qui sont relativement en hausse par rapport à l'exercice budgétaire 2023. Vous relevez que les chefs d'établissement se plaignent des difficultés, mais ces difficultés ne datent pas d'aujourd'hui. Ces difficultés relevées par les chefs d'établissement ne datent pas d'aujourd'hui. Ce sont des difficultés quotidiennes, on peut dire des difficultés même à accumuler. Nous espérons qu'avec la mise en place de ces budgets qui est un peu plus conséquent, les établissements vont connaître une certaine amélioration dans leur fonctionnement. Donc c'est ce que je peux dire sur l'éducation nationale, parce que bon, c'est vous qui êtes sur le terrain, c'est vous qui faites un peu les enquêtes. Les problèmes de l'éducation nationale sont connus. Et ces problèmes ne peuvent pas être résolus par un seul budget, parce que l'état du bassin pédagogique national est clair. Il y a carence, que ce soit en termes de capacité d'accueil, que ce soit en termes de fonctionnement des établissements, mais des efforts ont été quand même sont à relever. Nous avons pour la première fois une politique de régularisation et de recrutement dans le domaine de l'éducation nationale depuis l'arrivée du CTRI. Nous venons d'assister, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'important à souligner, le recrutement de près d'1 millier dans le domaine de l'éducation nationale. C'est quand même quelque chose qu'il faut relever avant de regarder des manquements. Maintenant, on verra avec l'exécution du budget 2024 quels sont les domaines prioritaires dans lesquels l'éducation nationale aura investi ses crédits. Donc il est quand même trop tôt pour moi, le parlementaire, de faire une évaluation. Bon, c'est vrai que les médias vont un peu plus vite, mais les médias ne doivent pas examiner la situation des établissements à l'aune du budget actuel. Non, il faut faire attention avec ça. Non. Les établissements, nous étions tous élèves avant d'être des responsables aujourd'hui. Les établissements sécrètent des fonds propres. Voilà, parce qu'il y a des petites activités à l'intérieur. Il y a effectivement les frais d'inscription, il y a les mutuelles, etc. Et dans certains établissements organisés, il y a des petits commerces qui s'installent, etc., etc. Ça, ce sont des fonds propres des établissements. Je n'ai pas souvenance, à moins qu'il y ait évolution, que cet argent retourne à l'État central. Sur les fonds sécrétés en propre par un établissement public retournent à la centrale renvoie une partie en termes de ristournes. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Donc avant de se fier aux plaintes
des chefs d'établissement, c'est quand même cette question qu'il faut leur poser. Parce que les chefs d'établissement, comme tout le monde a des besoins et peut faire passer habilement des besoins et vous cacher ce que l'État fait comme effort pour retourner ce qui leur revient de droit. Donc moi, je voudrais quand même attirer votre attention là-dessus, avant de faire le procès du ministère de l'Éducation nationale sur cette question. Il faut quand même marquer un peu de la prudence. Ce qui m'étonne dans ce débat, moi, d'abord en tant que citoyen, c'est que on focalise l'attention sur l'indication faite par Madame le ministre de l'Éducation nationale concernant la mise en œuvre d'un engagement du chef de l'État. C'est le chef de l'État qui a décidé, tenant compte des difficultés des familles, des élèves, de ramener la bourse qui a été supprimée pour des raisons que nous ne connaissons pas. C'est d'abord ça le principe. Et cette mesure qui est à saluer et encourager, d'abord en tant que parent, en tant que citoyen et en tant que responsable institutionnel, doit être rationalisée. Le chef de l'État annonce une décision. Il revient au ministre, qui est le collaborateur direct du chef de l'État dans le domaine de l'éducation nationale, d'indiquer comment cette mesure sera mise en œuvre. Le fait pour Madame le ministre de dire que pour qu'un enfant qui est au lycée ou bien au collège ait sa bourse, qu'il gagne, qu'il ait 12 ans, c'est ça? 12 au premier cycle. 12 sur 20 au premier cycle, je ne trouve pas que c'est vraiment la mer à boire. Parce que la bourse, c'est d'abord pour soulager l'élève, mais aussi la bourse peut être un élément d'émulation intellectuelle. Pour avoir la bourse à notre époque, c'était 10 sur 20, c'est ça? Mais c'est une mesure qui nous a accompagnés jusqu'à un certain. Nous voulons faire du Gabon un espace du mérite. La bourse ne doit pas être aussi à la portée des paresseux. Parce que c'est la bourse pour des enfants orphelins comme nous qui a fait que nous soyons dans la compétition jusqu'à aller dans les universités avec les enfants des grandes familles. Mais cette bourse-là doit aussi être aujourd'hui une incitation au travail. Je ne trouve pas que la mesure prise par... Attendez, madame. Il ne faut pas qu'on rentre dans un débat de paresse, d'accusations stériles. Et rassurez-vous, un ministre, membre du gouvernement, ne prend pas une décision sans consulter la hiérarchie. Je ne vois pas madame le ministre venir donner des détails sur la mise en œuvre de la mesure du chef de l'État sans recourir au chef de l'État lui-même, sans consulter le Premier ministre.